Que deviendra notre monde dans le futur? Voici une guerre spatiale qui dure 3 ans dans le film de science-fiction Star Wars. Ces soldats clonés, puissants et à bas coût remportent la victoire pour leur créateur. Des générations de scientifiques s'efforcent de décrypter le code génétique des espèces. Mais les progrès de la science ne peuvent pas promettre aux espèces une meilleure terre. Heureusement, une banque de gènes en matière de civilisation commence à se fonder. Chaque civilisation a ses propres gènes culturels, ayant subi les épreuves du temps. Après 400 ans de recherche, l'importance de la sinologie en tant que banque de gènes de la culture chinoise a déjà émergé. Une fois publié, Yijing a profondément touché les lecteurs européens. Les intellectuels, ayant vécu la Grande Guerre, mettaient leur propre culture en question. La civilisation occidentale qu'ils avaient prônée commençait à pourrir. Pour eux, la culture occidentale faisait face au déclin. Chercher un nouveau sens auprès de l'Orient, c'est aussi pour ça que Wilhelm s'intéressait à la culture chinoise. Il a ainsi considéré le savoir-vivre des Chinois comme un remède pour l'Europe. Dans la préface de Yijing, Carl Jung, fondateur de la psychanalyse, ami intime de Wilhelm, a écrit « C'est une version incomparable en Occident ». Inspiré par Yijing, Jung a proposé la notion importante de synchronicité, qui est devenue le fondement de ses théories psychanalytiques. Un documentaire intitulé « Les vicissitudes du monde, Wilhelm et le Yijing » a été diffusé en Allemagne. Les Allemands sont curieux de savoir ce que le Yijing peut leur apporter. La réalisatrice du documentaire est Bettina Wilhelm, la petite fille de Wilhelm. So viele Antworten in der chinesischen Philosophie gefunden hat. Und da war das Gefühl, dass ich eigentlich sehr dankbar bin, dass es da einen Großvater in der Familie gab, der diesen Weg gegangen ist, den ich jetzt dann auch nachgehen konnte in dem Film und mehr erfahren über das Leben. En 1924, Wilhelm fut invité à devenir professeur de sinologie à l'université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main. Avant son départ, il s'est prosterné devant un temple de Confucius, a fait ses adieux à ses enseignants et amis et est allé saluer Kang Youwei. C'était un carrefour des époques, que ce soit dans la nouvelle ou l'ancienne Chine, l'élément en commun est l'âme des Chinois dans l'évolution, l'âme qui n'a pas encore perdu son élégance et son sang-froid, et j'espère ne jamais les perdre non plus. Dans le cimetière de Bad Boll, petite commune dans le sud de l'Allemagne, une pierre tombale à la chinoise attire beaucoup de regards. Richard Wilhelm a été enterré ici à l'âge de 57 ans. À la fin de sa vie, ce sinologue, qui se prenait pour disciple de Confucius, a dit « Ce qui m'a réconforté, c'est qu'en tant que missionnaire, je n'ai converti aucun adepte en Chine. » Il a consacré sa vie à dévoiler les valeurs de l'esprit des Chinois pour l'Occident. Pourtant,
il s'agit d'un long processus quant au réajustement des opinions des Occidentaux sur la Chine. En septembre 1989, un vendredi, dans une petite église à Cambridge, une relation hors mariage a finalement eu une fin heureuse. Malgré le pardon de sa femme, ce vieux monsieur, qui s'appelait Joseph Needham, a fait attendre son amante chinoise, Lu Guizhen, pendant un demi-siècle. Lors de l'été 1937, sous un sol à Cambridge, Joseph Needham a rencontré pour la première fois l'étudiante chercheuse chinoise Lu Guizhen. Quelque chose s'est produit entre eux. Ce qui a fait battre le cœur de Joseph Needham, c'est l'élégance et le sang-froid de Lu Guizhen. After they'd been out, Joseph and Guizhen went back to his rooms and made love, and then, as they did in those days, might have a cigarette afterwards. And so Joseph asked, "So, how do you write that in Chinese?" And this was his first introduction to a Chinese character. Ce caractère chinois était comme une porte lointaine qui s'ouvrait vers lui. 6 ans plus tard, passionné par la Chine, Joseph Needham s'est proposé pour aller aider la Chine à reconstruire une société scientifique. Au printemps 1943, Joseph Needham est descendu de l'avion à l'aéroport militaire de Kunming. Sur la route, vers la zone urbaine, son regard se fixa sur un vieux jardinier qui était en train de greffer un prunier. So this is a country where people maybe have solved the same technical problems as the world that I come from, but maybe they've solved them in a different way. So that little story just illustrates the way in which he encountered many surprises. L'observation de la greffe du prunier a suscité une réflexion profonde de Joseph Needham sur les sciences et technologies chinoises de l'Antiquité. Il s'est mis à chercher tous les soutiens possibles aux recherches scientifiques de la Chine. Le changement de la situation de la guerre a permis à Needham de se rendre compte qu'il devait travailler inlassablement pour réaliser son rêve et aider le plus de gens possible. En septembre 2013, un groupe d'étrangers était en train de traverser le désert s'étendant à perte de vue du Gansu. Parmi eux, il y avait des biologistes de l'université de Cambridge et des experts de la British Library et du British Museum. Cette délégation, dirigée par Zoe Reed, présidente de la Société anglo-chinoise de compréhension, était en train de parcourir le chemin qu'avait pris Joseph Needham 70 ans auparavant. He and his friend, school friend, were on the journey just to help with the cooking and cleaning for everybody on the journey. I think it's just an amazing. It's for me to like to recreate his journey, you know, to recreate his footsteps, and to imagine him as a boy who had a hard life until then. You know, the meeting with Joseph Needham was the beginning of his new life. Pourtant, au début, le voyage ne se déroulait pas très bien. Juste après être sortis de Chongqing, ils ont buté contre un long cortège funéraire et dû attendre pendant 1 heure. Le chauffeur, très effrayé, considérait cela comme un mauvais présage et pensait que leur voyage serait rempli de malheur. Il eut raison. Joseph avait envisagé de parcourir la route de la soie et de visiter Dunhuang. Mais à partir de la 2e semaine, les expressions comme panne du camion, attente infinie et catastrophe inattendue se répétaient dans son journal. Il 参观访问了中国的很多的大学和研究机构，结识了很多的中国学者和科学家，是吧？他看到中国在那么困难的情况下，中国的科学家、中国的学者，仍然在
学术领域里头在不断的进取，是吧？并且学校仍然招生，培养着这个国家需要的人才，他也是很感动的。And he started to ask the question of, well, since there were people in science in China in pre-modern times, just like there were in Europe, maybe the scientific revolution could have started in China instead of Europe. And the Lewis and Nanti, the Joseph Needham problem, really, turns out to be, what was it? Une civilisation ayant une histoire brillante a-t-elle touché à sa fin? La culture chinoise disparaîtrait-elle à l'instar des espèces disparues depuis des millions d'années? En 1948, Joseph Needham est retourné à Cambridge. Sa réflexion sur la question Needham lui a permis d'avoir l'idée de placer la Chine à sa position correcte dans le panthéon des pays avancés du monde. Un matin de l'été 1958, alors qu'il était préoccupé de l'absence de documents sur la Chine, Needham fut appelé par son concierge, car il avait reçu un grand lot de boîtes à thé en bois. Curieux de savoir l'identité de l'expéditeur, il ouvrit les boîtes et découvrit des documents et livres précieux et abstrus. Ce cadeau venait de Zhu Kejun, alors président de l'université du Zhejiang. Parmi ces documents, un trésor hors de prix était où est le plus grand livre du monde, à savoir la reproduction de la collection des livres anciens et modernes de l'édition 1888. Je n'oublierai jamais le sentiment éprouvé à la première lecture de cette collection, a écrit Joseph Needham. S'il y a des découvertes qui m'ont poussé à écrire ce livre, c'est cette collection. 中国的人的发明影响世界历史变化的，不管是哪一个领域，是千百件。这在李约瑟先生的书里都有体现。但是为什么自古我们说四大发明？四大发明，因为这四大发明是这个发明里转变人类命运、推进社会进入一个新阶段的最重要的四个，是所有贡献里最突出的。李约瑟在试图为西方近代科学和技术的发展寻找东方的来源，所以说呢，这是他非常关注的。他总是在中国科学技术史的这个历史的里边，他特别关心那些可能对世界有意义的，或者是西方科学技术发展后世的发展有关系的这样一些论题。De 1953 à 2008, ont été publiés 7 volumes de l'histoire des sciences et technologies de la Chine. Avec ses données historiques et ses preuves incontestables, l'œuvre a prouvé au monde que dans l'histoire des sciences et technologies, la civilisation chinoise a joué un rôle crucial qui n'a jamais été reconnu. Pour la première fois, les Occidentaux se sont rendus compte que les outils ayant créé le Nouveau Monde, à savoir le papier, l'imprimerie, la boussole et la poudre à canon, étaient chinois. Joseph Needham les appela les 4 grandes inventions. En 1937, au lieu du romantisme, l'histoire a gravé une cicatrice sur le cœur de la Chine. Toutefois, à partir de ce moment-là, une histoire d'amour tortueuse et les efforts à vie d'un sinologue ont permis aux Chinois déprimés de retrouver un peu de confiance en eux et de dignité. En octobre 2012, pour une raison non explicable, cette phrase
s'est répandu sur Internet. On pouvait tout demander à Yuan Fang. Ce nom consulté plus de 2,5 millions de fois en un seul jour était devenu un phénomène culturel. Li Yuanfang est en effet un des personnages principaux du feuilleton chinois Di Zhenjie, détective légendaire, adapté du roman du même nom. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que l'auteur du roman n'est pas un Chinois, mais un sinologue néerlandais. C'est Robert Van Gulik, ami intime de Joseph Needham à Chongqing. He was a person of very strong moral character and also very intelligent. But like in traditional China, the civil servant who was also a scholar, interested in the arts and playing the lute and collecting art. And these fields of interest also coincide with the interests of my father. 我觉得这个小说很好看嘛，就把一口气就把他这15、16本这个小说全部都看完了。看完了以后就心潮起伏，得一个非常强烈的一种冲击，一种创作冲动。这个东西主要来自于什么？就是我忽然发现他的这个小说中间的人物故事所描绘和架构的这个中国社会、中国文化的这些东西，对我是如此的熟悉。 Zhu Xiaodi, écrivain américain d'origine chinoise, travaille dans un institut de l'université Harvard en tant que chercheur et écrit des romans. Le juge Ti, à l'œuvre de Robert Van Gulik, a inspiré Zhu à écrire des romans sur Di, en suivant le chemin du grand maître. Mais d'où vient le motif de création de Robert Van Gulik ? En mars 1943, alors premier secrétaire de l'ambassade des Pays-Bas en Chine, Robert Van Gulik arriva à Chongqing. Malgré la destruction, il aimait cette ville parfaite pour les aventuriers comme lui. Dans l'atmosphère tendue de l'époque, les banquets étaient les meilleurs moments pour que les ambassadeurs étrangers et les fonctionnaires chinois communiquent. À un banquet de l'ambassade d'Angleterre, une femme est entrée dans sa vie. Elle s'appelait Shui Shifang. Ce n'est que plus tard que Robert Van Gulik apprit qu'elle était la petite-fille de Zhang Zedong, ministre de l'auto-renforcement de la dynastie Qing. In this war condition, it was a happy occasion because war is about hate. And this was an occasion to celebrate love and to celebrate peace and to show that Venus is stronger than Mars. Yeah. Shui Shifang est devenue l'enseignante de chinois de Robert Van Gulik et elle le restera pendant le reste de sa vie. Robert Van Gulik a dit que son mariage avec Shifang était dans l'espoir d'unir l'intelligence de l'Orient et la civilisation de l'Occident pour produire quelque chose de spécial. C'est aussi la valeur de la protection des gènes de la culture. L'art du Guqin constitue une présentation complète sur la culture du Guqin. À travers ce livre, l'Occident connaît cet instrument de musique traditionnelle chinois et le sens culturel profond derrière cet instrument. Robert Van Gulik, considéré comme le grand maître du Guqin, est l'auteur du livre. 为什么说他是古琴大师？古琴在什么场合弹奏，它是有个琴的一个约定俗成的一个规则的，其中有一条就是说，在蛮人之前是不可以弹琴的。所谓蛮人的高罗佩吧，他不仅呢就说得到了这些中国友人的一个接受，他同时呢也成了那个天风琴社的一个创始人之一，他担任了天风琴社的一个秘书。En 1948, Robert Van Gulik fut envoyé au Japon.
Les idoles des jeunes Japonais à l'époque étaient des détectives occidentaux, tels que Sherlock Holmes, ce que Robert Van Gulik trouva choquant. Quand j'ai vu sur le marché des livres un grand nombre de romans policiers sur Chicago et New York écrits par des jeunes auteurs japonais, j'ai décidé de publier la version anglaise du Juchti à l'œuvre afin de montrer à ces écrivains qu'il y avait de la matière dans les romans policiers chinois. Un an plus tard, Robert Van Gulik publia à ses propres frais la version anglaise du Juchti à l'œuvre, roman écrit à la fin de la dynastie Qing. Contre toute attente, en 6 mois, non seulement il a repris le coup à la publication, mais l'œuvre fut très appréciée. L'inspiration arrivée à l'improviste l'a ravi. Pourquoi ne pas créer son propre Juchti ? Dans la nuit du 15 mars 1950, devant son bureau, Robert Van Gulik s'est mis à écrire jusqu'à ce qu'il s'endorme sur le bureau. Le second jour, son premier roman de la série du Juchti, intitulé « Le squelette sous cloche », était achevé. I remember as a child always busy with Judge Dee and his Judge Dee mysteries. I remember that my room was next to his study, and so when I fell asleep I always heard him typing on his typewriter, and then I knew he would be writing his Judge Dee story. It's a known sentence that he said that Judge Dee, it's me. So all the characteristic of Chinese traditional of Mandarin, so this Chinese scholar official that he admired so much, were embodied in Judge Dee. So as I said, also all the knowledge which he knew so much through his scientific work, he could bring out in Judge Dee. Le Juchti, c'est moi, a dit Robert Van Gulik, éméché, après avoir bu un verre de saké. Pendant ces dernières années, ce sinologue, ayant du caractère, avait un gibbon comme un animal de compagnie. Ce goût spécial l'a poussé à étudier le rôle de cet animal dans la culture chinoise et a contribué à sa dernière œuvre intitulée « Le gibbon en Chine ». Le hurlement du gibbon dans ce disque a été enregistré par Robert Van Gulik lui-même. On ne sait pas si à ce moment-là, il s'est rappelé le vers chinois qui disait « Aux 3 hurlements du gibbon, mes larmes trempent mon vêtement ». Un homme accompli sait se montrer prudent, car une erreur insignifiante peut finir par une faute colossale. Cette phrase est tirée de Yijing. Depuis des centaines d'années, les chercheurs du monde entier, d'une manière ou d'une autre, étudient les gènes de la culture chinoise et explorent la direction du développement de l'être humain. Les différences subtiles du début ont tissé aujourd'hui un énorme réseau. Quand le mot mondialisation relie la culture chinoise avec les autres cultures, la sinologie se trouve à un nouveau point de départ. Sans un nouveau modèle de relations internationales fondé sur les critères éthiques mondiaux, il n'y aura pas de paix ou de justice globale. Le 29 octobre 2012 a été solennellement tenue la cérémonie d'inauguration de l'Institut de l'éthique mondiale de l'Université de Beijing. La notion de l'éthique mondiale a attiré l'attention du monde entier. 经过2次世界大战，人们应该了解到建立共同价值观的重要性。那么今天我们就要说，从中国来说，中国有非常优美的、非常美好的一个人性哲学的伦理哲学、文化哲学、宇宙哲学的一个传统，我们很希望跟大家去分享。
Wir wollen wissen, wie die Menschen, weil wir denken, die Menschen haben eine große Gleichheit in der Frage und im Interesse nach der Zukunft. Wir sind alle neugierig da. Wir wollen das wissen. Aber die Methoden, um die Zukunft sozusagen zu erforschen, sind in den Jahrtausenden unserer Zivilisationsgeschichte sehr verschieden gewesen. Und wir fangen eben mit China an und wir haben das Glück, dass das Bundesministerium uns eben diese Unterstützung gegeben hat. Le paysage de l'île Shangchuan est toujours beau comme au temps jadis. Saint Francis Xavier, qui a attendu ici il y a 400 ans, n'a jamais pu entrer sur le territoire de la dynastie Ming. Des générations d'explorateurs se sont succédés pour dévoiler la Chine mystérieuse. Aujourd'hui, Christopher Schipper, qui vit à Fuzhou, s'habitue à prendre une gorgée de thé Tieguanyin avant de commencer son travail. 我们需要这个中国伟大的文化，是因为我们自己的文化就需要一个新的影响，有需要一个新的能够发展的一个废料啊，一个新的印子，一个新的印子。我关于这个事情后来是因为在美国我写过一篇文章，叫做《文化基因库》。正是经过传教士行业、专业行业400年几代人的努力，中国文化的独特的精神世界，通过各种译本翻译到了欧洲，介绍到了欧美世界。从我们的儒家、道家、佛家，从我们的戏剧、小说、绘画，整个中国人丰富的精神世界展现在世界的面前。 À travers leurs recherches, les sinologues ont contribué au développement des études sur la culture chinoise dans le monde. Par rapport aux études chinoises au sein de la Chine, les leurs semblent différentes. Mais c'est grâce à ces différences que la banque de gènes sinologique se perfectionne. En plus, en tant que gène de la culture, la sinologie constitue un élément indispensable dans la banque de gènes des cultures mondiales. On ne peut connaître intégralement une nation qu'après avoir compris son gène culturel. Ce qui est encore plus précieux, c'est de savoir reconnaître qu'il existe des modes de vie et des valeurs tout à fait différents de ceux dans son propre monde. À propos du futur, on ne cesse de deviner, d'espérer, de crier et de chercher. La sinologie sera-t-elle un messager qui dirigera l'humanité vers l'harmonie et la symbiose ?